Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonsoir à tous les inconditionnels et bienvenue sur Éco 237. Bienvenue dans cette autre édition de l'émission Entretien exclusif. Et nous sommes à Bafoussam. Nous avons l'honneur justement d'être reçus par Maître Joseph Lavoisier Tapi, qui est maire adjoint de la commune de Bafoussam Premier et avocat au barreau du Cameroun. C'est un honneur justement d'être dans son cabinet. Il nous reçoit pour une deuxième fois. Mesdames, Messieurs, avant donc de revenir sur l'entretien qui va suivre, puisque nous allons échanger sur les questions d'actualité, notamment la levée des restrictions sur le corps de Anissé Kane, le président du Manidem, qui a rendu l'âme. C'était le 1er décembre 2025. On reviendra également sur la libération de certains prisonniers de l'opération dite Épervier, notamment Gérard Odondon et puis Roger Bellinga, qui ont donc passé 20 ans d'emprisonnement. Ils ont été donc placés en liberté. On reviendra naturellement sur les élections législatives et municipales qui se préparent. Mesdames, Messieurs, merci de vous installer confortablement. Je vous invite à observer justement cet arrêt avec un de nos partenaires. Il s'agit justement de la Cameroonian Cultural Festival of North America, cet événement qui met en lumière la culture camerounaise dans son essence. Ce sera donc du 29 au 31 mai prochain du côté des États-Unis. Mesdames, Messieurs, merci de regarder cet élément et on revient juste derrière. There are events, and then there are those that bring together a people, a vision, and a future. Get ready for a historic gathering. The very first edition of the Cameroonian Cultural Festival of North America is here. From May 29 to May 31st, 2026, join us at the Catholic University of America, 620 Michigan Avenue Northeast, Washington, D.C. 20064 for 3 exceptional days of culture, influence, and opportunity. On the program, a high-level business forum connecting entrepreneurs and decision-makers, a prestigious VIP gala night, live concerts, a grand cultural evening, a giant barbecue, sports tournaments, and inter-community competitions with over $10,000 in prizes. Companies, advertisers, sponsors, and patrons, this is your opportunity to position your brand at the heart of an event attracting a dynamic diaspora, an engaged audience, and a network with strong economic power. Associate your brand with excellence, gain premium visibility, create connections that matter. Theme 2026, Cameroonian culture and living together. Don't just watch history happen, become part of it. Cameroonian Cultural Festival of North America, where culture meets opportunity. Contacts +1 443 254 5046 +1 202 300 9735. Your brand deserves this stage. Voilà, retour donc dans cet entretien avec Maître Joseph Lavoisier Tapi. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour et bonjour à tous vos téléspectateurs. Voilà, et bonne année. C'est vrai que c'est une nouvelle année. J'espère que votre année commence très bien. Elle commence timidement, comme chez la plupart des Camerounais. Elle commence timidement parce que la situation économique du pays n'est pas bonne. Il y a la récession, il y a la pauvreté, les gens n'ont pas assez de moyens pour mener leurs activités. Donc, le Cameroun, l'année 2026 commence de manière assez timide et je crois que beaucoup de personnes vont se retrouver dans la même situation que moi. Maître, nous sommes justement rendus nous sommes le 24, je pense le 24 février de l'an de grâce 2026. Ça fait 4 mois, un peu plus de 4 mois que le président de la République a prêté serment. Les Camerounais attendent le nouveau gouvernement. On attend impatiemment, mais le nouveau gouvernement n'arrive pas. Vous, en tant qu'acteur politique, quel sentiment justement vous avez lorsque on se retrouve dans ce genre de situation? Nous avons toujours indiqué que le Cameroun ne fonctionne pas. Parce que c'est la première fois que le président Paul Biya fait attendre autant la formation d'un gouvernement. Et vous voyez qu'il est lui-même embarrassé au point où, à chacune de ses communications, il est obligé de revenir sur ce sujet. Parce qu'il sait que
il n'est pas en train de combler les attentes des Camerounais. Après l'élection du 12 octobre 2025, au cours de laquelle on a constaté que le candidat Paul Biya a sérieusement mordu la poussière, on s'attendait à ce qu'il s'engage, qu'il fasse un geste de réconciliation. Ça n'a pas été le cas. On s'attendait à ce que le gouvernement qu'il va former, que ce soit un gouvernement qui comble les attentes, qu'on débarrasse de ce gouvernement des personnes qui ont été indexées publiquement comme étant des détourneurs de fonds publics, à la fois par la Chambre des comptes de la Cour suprême, par la CONAC. Il y a de nombreux rapports qui ont indexé de manière précise certaines personnalités comme ayant détourné l'argent, soit lors du Covid, soit lors de la CAN. Oui. Oui. Donc, il y a l'affaire Glencore, il y a plein de gens qui sont trempés dans ces détournements. On s'attendait à ce que le président Paul Biya tire les conséquences et le plus rapidement possible rassure les Camerounais de ce qu'il maîtrise encore le bateau Cameroun et qu'il peut le conduire à bon port. Donc, les Camerounais, et y compris moi-même, sont assez déçus de voir que Paul Biya n'est plus en mesure de le faire. Et je le comprends. Je le comprends parce que à son âge, il a à 70% perdu la raison. À son âge, beaucoup de choses sont faites pour lui. Il n'est plus capable de lui-même de faire ce qu'il peut. Parce que, voyez-vous, nommer un fonctionnaire ministre, il faut savoir quel est son cursus. Il faut savoir quels sont ses états de service. Qu'est-ce qu'il a déjà eu à assumer comme responsabilité? Comment il a assumé cette responsabilité? Est-ce qu'il est à la hauteur des nouvelles responsabilités? Ça requiert lucidité et beaucoup de réflexion. Ce qui n'est plus du ressort de Paul Biya. Il n'a plus la capacité à réfléchir comme ça. Il demande aux gens de former le gouvernement, mais quand vous demandez à des gens de vous former un gouvernement, ils vont plutôt privilégier leurs petits copains. Ils ne vont pas privilégier l'intérêt de l'État. Donc, je voudrais exprimer ma frustration devant cette situation et pour dire que le président Paul Biya n'est pas en train de respecter la Constitution. Parce que, de par la Constitution, ses fonctions consistent notamment à nommer un Premier ministre et sur proposition du Premier ministre des membres du gouvernement. Une échéance comme l'élection présidentielle est une occasion en or de renouveler le gouvernement. D'autant plus que nous avons dans ce gouvernement non pas des gens qui ont été indexés comme détourneurs de fonds, mais nous avons des ministres qui sont en poste depuis plus de 20 ans. Et rien ne justifie que quelqu'un reste à un poste ministériel pendant 20 ans. Oui. Peut-être parce qu'il travaille beaucoup? Non, pas forcément parce qu'il travaille beaucoup, parce que Paul Biya est devenu tellement fatigué qu'il n'a plus le temps de regarder qu'est-ce qui se passe, de comprendre les enjeux et de voir quels sont les ajustements qu'il peut faire pour redresser la situation du pays. Vous avez parlé des détourneurs de fonds publics, justement, revenant sur l'opération Épervier, lancée, je pense qu'en 2006, et on a eu des premiers prisonniers, justement, notamment Gérard Ondondon, l'ancien directeur du FECOM, son collègue, voilà, son collaborateur, justement, de la Société immobilière du Cameroun, Roger Bellinga. Les deux avaient été justement prisonniers pour des faits de détournement de fonds publics élevés à près de un peu plus de 30 millions, on parlait de 36 milliards à l'époque justement. Ils avaient été condamnés respectivement pour 35, je pense 30 et 35 années de prison. Ils ont été libérés après avoir passé 20 années de prison. Quand vous suscitez justement cette libération, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'opération Épervier a été le Cameroun, peut-être au moins à mieux discipliner peut-être la gestion des finances publiques? Non, pas du tout. Dès le début, j'étais dans le SDF, nous étions les premiers à critiquer cette opération comme n'étant pas une opération qui peut permettre de faire cesser les détournements de fonds. Parce que Paul Biya a d'autres leviers sous la main qu'il refuse d'actionner. Je fais référence à l'article 66 de la Constitution sur les déclarations des biens.
Si vous voulez mesurer l'ampleur des détournements d'un citoyen, vous lui faites déclarer ses biens. Il déclare ses biens et on vérifie l'exactitude de cette déclaration, la sincérité de cette déclaration. Et puis, s'il a un poste de responsabilité, à la fin, on évalue est-ce que cette fortune, comment est-ce qu'elle se comporte, etc., etc. Paul Biya, depuis 1996 que cet article existe dans la Constitution, la seule chose qu'il a fait, c'est que il a fait voter une loi à l'Assemblée nationale pour définir le profil des membres de cette commission. Et depuis, on attendait le décret qui va nommer les membres de cette commission et fixer les conditions dans lesquelles ils vont travailler. À ce jour, ce décret n'est jamais venu. Donc, ça veut dire que le président Paul Biya n'a aucune envie de lutter contre la prévarication de la fortune publique. Il n'a aucune envie. D'autant plus que si cela venait à se faire, je ne doute même pas un seul instant que Paul Biya serait le premier à être pris au piège. Pourquoi donc ses collaborateurs sont embastillés pour des faits de détournement de fonds publics, si jamais il n'avait pas cette volonté-là de mettre un terme justement à la corruption et au détournement? Non, quand on veut mener une opération comme celle-là, on ne le fait pas par à-coup. On n'attrape pas les 10 dernières années-ci. Est-ce qu'on a encore arrêté quelqu'un pour l'opération Épervier? Non. Pourtant, les dénonciations ne manquent pas. Preuve à l'appui des dénonciations flagrantes. Pourquoi on n'a pas arrêté ceux qui ont été dénoncés? Moi, je pense que cette opération était plutôt une opération d'épurement politique. Parce que ça a servi à Paul Biya d'éliminer de la course ceux qui prétendaient à sa succession. Pour bien éclaircir cela, le ministre Marafa a dit que il s'est rencontré avec le président avant qu'on ne supprime la limitation des mandats. Comme il savait que le mandat du président finissait en 2011, il a commencé à se préparer à le succéder. Et il a fait part à Paul Biya que je me prépare vraiment, vous avez grandi sous ton aile, tu m'as protégé, j'ai travaillé sous ton aile et tout ça. Je m'apprête à me présenter à la prochaine élection et si je suis élu, je vais protéger l'héritage que tu as fait et je vais l'amplifier davantage. Donc, il s'est ouvert à Paul Biya, il a lâché ses ambitions et c'est ça qui a permis qu'on l'arrête. Il a été arrêté et emprisonné aujourd'hui, je ne sais pas pour combien d'années. Donc, ça fait que cette opération-là, c'est une opération de purge politique. Il vous souvient que à une certaine année, on a parlé d'un groupe de camarades du président Paul Biya qui avait formé le G11. Le G11, oui. Et qui s'était réuni, paraît-il, à Libreville pour essayer de former un gouvernement qui va remplacer le gouvernement de Paul Biya. L'information a filtré, Paul Biya a fait arrêter tous ces gens, ils sont tous en prison aujourd'hui. Donc, l'opération Épervier, c'est plus une opération d'épuration politique qu'une opération de lutte contre les détournements de fonds. Si on veut lutter contre les détournements de fonds, on doit arrêter au quotidien, dès que c'est dénoncé. On doit même donner l'autorisation aux procureurs généraux, près des cours d'appel, que dès que vous voyez une dénonciation dans la presse de quelqu'un qui a détourné de l'argent, ouvrez l'enquête, interpellez la personne, ouvrez l'enquête, vérifiez pour voir si c'est fondé ou pas. Mais les procureurs généraux n'ont pas cette possibilité-là. Tout est centré sur Paul Biya. À savoir que quand la CONARC fait son rapport, il n'a aucune possibilité de faire des poursuites. Il faut envoyer le rapport à Paul Biya, il en fait ce qu'il veut. Le Conseil supérieur de l'État, qui également mène des enquêtes, vérifie s'il y a détournement dans les sociétés parapubliques ou pas, fait son rapport et l'adresse au président de la République. La Chambre des comptes de la Cour suprême fait son rapport et l'adresse au président de la République. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. C'est des institutions qui sont en charge au quotidien de traquer tous ceux qui se livrent au détournement de fonds. Il faut leur donner la possibilité d'engager des poursuites. Mais on ne leur donne pas la possibilité. On donne le rapport à Paul Biya, il voit, il indexe et puis il attend. Le jour que vous levez la tête, il sort ce rapport pour vous envoyer en prison. Ce qui n'est pas normal. Donc, l'opération Épervier, pour moi, ce n'est pas une opération de lutte contre les détournements de fonds.
C'est une opération d'épurement politique. Voilà, Monsieur le maire, parlons d'autres actualités, notamment la levée des restrictions sur le corps du président Anissé Kadé, décédé le 1er décembre 2026. Il y a eu beaucoup trop de débats autour justement de sa dépouille. On connaît les conditions dans lesquelles il est décédé. Cette levée des scellés intervient quelques jours après que le professeur Maurice Kamto ait fait une sortie justement pour dénoncer les conditions dans lesquelles justement son cadavre est retenu, exigeant justement la libération justement de ce cadavre-là pour permettre à la famille de pouvoir inhumer leur défunt. Donc, quel commentaire, vous suscite cette actualité? Oui, la première chose que je dénonce, c'est que pourquoi avoir gardé ce corps si long? Est-ce que c'était pour des besoins d'enquête? Si c'était pour des besoins d'enquête, qu'on nous dise si ces enquêtes sont finies et quelles sont les conclusions. Parce que rien ne justifie que le corps des Kané ait été gardé, confisqué. Il ne peut même pas dire gardé, confisqué par le pouvoir politique. Ils ont fait l'autopsie qu'ils voulaient, à l'absence même de la famille. Mais pourquoi après cette autopsie, immédiatement, on n'a pas remis le corps à l'enterrement? C'est une dépouille. Et je peux même prévoir que ce corps, quand la famille va le prendre, il sera totalement défiguré. Vous connaissez les problèmes d'énergie que nous avons dans notre pays. L'électricité qui se coupe à chaque bout de champ et qui revient. Si un corps se dégivre pendant que l'électricité est partie, le temps que ça revienne, il ne va plus avoir la même morphologie. Le corps sera défiguré. Donc, c'est un deuxième crime pour le régime d'avoir confisqué le corps de Kané Anicet après l'avoir tué. Maintenant, ils ont libéré le corps. Est-ce que c'était suite à la pression du professeur Maurice Kamto, qui est le leader de votre parti politique? Je n'en sais rien. Je ne sais pas si c'est suite à cette pression. Je ne sais pas ce qui les a motivés à libérer ce corps. Mais toujours est-il que on est toujours en attente. On libère le corps sans nous dire qui sont ceux qui ont contribué à son décès et quel est le sort qu'on leur réserve. Puisqu'on connaît certaines personnes directement impliquées dans les ennuis médicaux que Kané a eu. On les connaît. Mais je crois qu'on est dans un état où l'impunité est encouragée au plus haut niveau de la République. Je m'attendais à ce que, en même temps que le gouvernement lève les scellés sur le corps d'Anicet, qu'en même temps on dise, voilà la conclusion des enquêtes, on a impliqué tel, ils seront poursuivis en justice. Ça aurait permis à ce que la famille de Kané ait un deuil vraiment d'une autre nature, qu'ils fassent le deuil, le cœur apaisé. Mais les gens vont faire le deuil en attendant, on ne sait pas quand. Et peut-être le temps de la justice, le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Oui. Je crois que comme il y a des hauts officiers de l'armée qui sont impliqués dans cette mort, on va jongler comme ça. Après, on va fermer le dossier, clore le dossier et dire qu'on n'a rien vu. Ce qui serait encore quelque chose d'extraordinaire pour l'opposition dans notre pays. Parce que le gouvernement s'est comporté comme s'il avait peur d'un cadavre. Comme s'il avait peur d'un cadavre. Je ne comprends pas comment on peut mettre quelqu'un à mort et au lieu de faire qu'il soit immédiatement enterré, on passe le temps à tourner avec son corps. C'est pas normal. Peut-être si le gouvernement venait à libérer Djokam Djameni, qui est le compagnon de cellule du président Anissé Kané, lui toujours en détention, peut-être ça viendrait un peu apaiser le cœur de certains sympathisants du président Anissé Kané, qui est décédé dans les conditions qu'on connaît. Est-ce qu'on peut envisager une probable libération, c'est-à-dire de certains camarades de parti, parce qu'il n'y a pas que Djokam Djameni qui est encore en détention, il y a certains également collaborateurs qui justement défendaient, je vais dire, la victoire du président Issa Chiroma Bakary. Non, je crois que la première chose qu'il faut mettre en exergue, c'est que nous sommes en dictature au Cameroun. Nous ne sommes pas dans une démocratie. Et en dictature, pratiquement, il n'y a pas de loi. Ça a été une mauvaise chose pour Djokam Djameni de tomber dans le filet de ces gens-là. Ça m'étonnerait qu'ils le relâchent. Parce qu'ils savent que Djokam est
aussi stratège que Ekane et Anicet. Djekam, en 1990 et en 1991, a tellement bien organisé l'opposition que le pouvoir a compris que c'est un très très grand stratège. Et ils ont peur que si on le relâche, il va réorganiser l'opposition et peut-être qu'ils aient un plus grand ennui. Mais aussi, j'ai peur parce que, vous savez, ce gouvernement, ils ont l'art de liquider les opposants. Djekam court le risque d'être liquidé au même titre que Anicet Ekane. On peut le liquider. J'ai peur pour lui. Donc, je pense que les leaders de l'opposition qui ont bénéficié des soutiens de Djekam Tchameni en 2012, en 2025, au cours de l'élection de 2025, devraient se mobiliser pour exiger sa libération. Non pas seulement se mobiliser comment, les gens, qu'ils fassent des réunions, qu'ils organisent des stratégies de mobilisation, qu'on descende dans la rue avec les militants pour exiger sa libération. Parce que Biya est sensible aux pressions. Est-ce que ce ne sera pas considéré comme un appel à l'insurrection? Vous savez, quand il y a ce genre de manifestation, on vous qualifie justement de, je vais dire, de terroriste. Oui. Qu'on appelle ça appel à l'insurrection. Moi, je dis que dans une dictature, la loi ne compte pas. Parce que si la loi comptait, Djekam n'aurait pas été arrêté. Au jour d'aujourd'hui, on l'a arrêté, on lui reproche quoi? Parce que si les faits qu'on reproche à Djekam étaient avérés, on l'aurait déjà traduit devant un juge. Il aurait déjà comparu pour répondre de certaines infractions. Donc, si 2 mois après son arrestation, ou 3 mois après qu'il ait été arrêté, on ne l'a pas traduit devant un juge, cela prouve la difficulté qu'on a à façonner un dossier contre lui. Et quand des gens se comportent comme ça, quand ils ne respectent aucune loi, pourquoi voulez-vous que face à eux, on respecte une quelconque loi? Donc c'est pour ça que je pense que la solution pour faire libérer Djekam Tchameni, c'est un coup de force. Un coup de force des leaders de l'opposition, que ceux-ci s'organisent ensemble avec les militants. Et puis, si on fait des marches, moi, je ferai partie de ceux qui vont descendre dans la rue. On pourra libérer. Donc, je pense que Djekam ne bénéficie pas suffisamment de soutien des leaders de l'opposition camerounaise depuis son interpellation. Ceux-ci devraient faire énormément de bruit autour de cette arrestation. Et si une bonne mobilisation est faite, vous savez, l'élection du 12 octobre 2025 a permis de voir que les Camerounais sont déchaînés contre le régime de M. Biya. Et l'ampleur de la défaite qui lui a été infligée à l'occasion de cette élection, l'ampleur de cette défaite traduit le mécontentement profond des populations. Il suffit tout simplement de canaliser cet état d'esprit et de l'utiliser comme moyen de pression pour que même la plupart de ceux qui ont été arrêtés, interpellés, moi je défends presque 80 à 85 jeunes gens qui ont été arrêtés, certains à Bouddha, certains à Tchang, d'autres à Bafang. Mais quand on discute avec ces gens, beaucoup ont été arrêtés dans leur domicile. Beaucoup. Donc vous avez un régime qui ne respecte aucune loi. Et malgré toutes les protestations qu'on a pu faire, rien n'a changé. Alors on ne doit pas rester comme ça face à des gens pour qui la loi n'existe pas. Il ne faut pas dire qu'on va respecter la loi ou les canaux légaux. Oui, monsieur le maire, certains traînent encore les blessures de cette crise post-électorale d'octobre 2025. Le président Issa Chiroma Bakary du FSNC, qui est toujours en exil, qui a d'ailleurs déclaré que son parti politique ne participera pas aux élections législatives et municipales de 2026. C'est vrai que ça suscite beaucoup de polémiques au sein même de sa formation politique avec des factions qui commencent à se faire former. Et puis, on a d'un autre côté d'autres acteurs politiques qui ont décidé d'y aller, parmi lesquels justement le MRC, avec son leader, le professeur Maurice Kamto, qui se souvient justement des conséquences du boycott de 2020. Comment est-ce que vous vivez cette situation? C'est vrai, certains militants du FFCC ont
taxé le professeur Maurice Kamto de traître, d'avoir trahi Issa Chiroma Bakary, parce qu'il se disait, il s'attendait à ce que le professeur s'aligne justement dans la décision de Issa Chiroma Bakary de ne pas aller aux élections législatives et municipales. Vous, comment vous vivez cette situation? Oui, moi je pense que le président Issa Chiroma Bakary a commis une erreur d'annoncer qu'il n'ira pas aux élections. Parce que nous sommes gouvernés par des inconscients. Nous sommes gouvernés par des gens pour qui les simples menaces comme le boycott d'une élection ne les ébranlent pas. Vous avez vu lors des élections de 2020, comment est-ce que ces gens se sont comportés? À l'époque, j'étais dans le SDF. Le SDF a décidé de combattre cette élection, qu'elle n'ait pas lieu tant qu'on n'a pas libéré les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Tout à fait. Et que les citoyens de ces deux régions soient en mesure de participer Comme librement à l'élection, comme les autres Camerounais. Cela ça n'a rien dit à Paul Biya. Des pétitions ont été adressées même à l'international dans les représentations diplomatiques. Ça n'a rien fait. Et dans le nord-ouest, vous avez des maires qui ont été élus par 20 voix. 20 voix. Et c'est des voix, toutes des voix des militaires. Puisque en 2020, Elekam, dans le sud-ouest et le nord-ouest, avait délocalisé tous les bureaux de vote dans les casernes militaires. Et c'est même pour ça que le Conseil constitutionnel a annulé ces élections municipales et législatives dans le nord-ouest et le sud-ouest, en donnant des instructions fermes à Elekam de ramener les bureaux de vote dans les quartiers proches des populations pour que les gens aillent voter. Mais les combattants séparatistes avaient imposé leur dictat et ils menaçaient de s'en prendre à tous ceux qui sortaient pour aller aux élections. Et ça a fait que le RDPC aujourd'hui se vante d'avoir gagné toutes les mairies, tous les sièges de députés dans le nord-ouest et le sud-ouest, juste à cause de cette situation. Donc, quand c'est comme ça, boycotter encore une élection, c'est donner le moyen à ces gens de consolider leur assise sur le terrain et de continuer à piller notre pays et à faire que le peuple continue de souffrir. Je pense que la meilleure solution serait d'aller à ces élections. Et quand on part aux élections, ce n'est pas pour faire la faveur à quelqu'un. On arrache une parcelle de pouvoir qu'on peut utiliser pour essayer de voir si on peut aller plus loin. C'est vrai qu'en 2020, votre leader, le leader de votre parti, le MRC, pensait, comme Issa Chiroma Bakary, qu'il fallait boycotter. D'ailleurs, il l'avait fait. Et ça a eu les conséquences qu'on connaît. Oui. Est-ce qu'à son époque, on peut dire qu'il avait tort? Parce qu'il estimait que le régime avait infiltré le parti et comptait justement utiliser ces personnes infiltrées pour diviser le MRC. Ça avait été une erreur. Puisque en 1997, en 1992, le SDF avait boycotté les élections législatives. Et jusqu'aujourd'hui, ce boycott court derrière le SDF. Les gens lui reprochent parce que si le SDF avait participé à l'élection législative de 1992, ce régime serait tombé depuis. D'autres personnes sont allées, c'était les alliés de Paul Biya. Ils ont conquis des sièges et ils sont allés faire alliance avec lui pour maintenir le pouvoir. Bon, ça c'est la première leçon que le boycott n'est pas bon. En 2004, toute l'opposition camerounaise a boycotté l'élection présidentielle. Et ce boycott a entraîné la population à boycotter l'élection. Paul Biya a été élu avec environ 20% de suffrages. Il a gouverné pendant 7 ans. Avec 20%, c'est-à-dire qu'il avait été élu par une petite minorité de Camerounais. Il n'avait même pas la moitié des suffrages, mais il a gouverné. Ça ne l'a pas empêché de gouverner. Ça fait que le boycott n'est pas une bonne chose en politique. On dit souvent que la politique de la chaise vide ne paye pas. Le boycott n'est pas une bonne chose. Le président Chiroma, il n'est pas tard, peut revenir sur cette décision et organiser son parti à participer à cette élection. D'autant plus que lors de l'élection présidentielle, Issa Chiroma a bénéficié d'un soutien national. Même ceux qui ne connaissaient pas Issa Chiroma l'ont élu. Je m'attendais à ce qu'il profite de cette aubaine
et qu'il participe à ces élections pour mieux asseoir l'ancrage national de son parti. Alors, s'il décide de ne pas aller, c'est regrettable, c'est une erreur politique qui peut même amener son parti à disparaître. Parce que dans le Nord, où il a quelques élus, s'il ne participe pas aux élections, cette trace va s'effacer, il n'aura plus d'élus, il n'aura plus de tribunes où il peut revendiquer quoi que ce soit, et ça risque d'être la mort de son parti. Donc si le président Maurice Kamto a décidé d'aller, c'est parce qu'on a vu que quand on ne part pas, les conséquences sont désastreuses. Les gens profitent de ce boycott pour poser des actes qui, même s'ils sont inconstitutionnels, ils vont prendre le prétexte que vous n'êtes pas allé aux élections, voilà, on vous donne pas telle chose, on vous donne pas telle chose, et c'est pas bon. Donc, je pense que le boycott est une très mauvaise chose. L'opposition ferait l'effort de s'organiser et de mutualiser ses forces. Oui, justement, quel type de, quelle stratégie justement pour l'opposition afin de renverser la tendance, puisqu'on sait que le RDPC c'est quand même 316 communes sur les 370. C'est 360, je pense. Oui, 360. Et c'est quand même 152 postes à l'Assemblée nationale. Comment l'opposition doit-elle se prendre, justement, doit-elle se comporter pour avoir des chances peut-être de renverser ces tendances-là? Oui, si l'opposition mutualise les forces, on peut arriver à de bons résultats. Il faut que les chefs de parti mettent de côté leur ego personnel. C'est les égos personnels-là qui mettent un frein à la guerre pour le changement dans notre pays. Par exemple, si je prends le ressort de l'Ouest, on sait que l'UDC a beaucoup d'élus dans le Noun et est plus implanté que n'importe quel autre parti en dehors du parti au pouvoir. Il suffit que les autres leaders de l'opposition décident d'abandonner le Noun à l'UDC et de lui dire que nos militants là-bas, nous allons les mobiliser pour qu'ils vous accompagnent dans la surveillance du vote. Mais nous ne mettons aucune liste. Mettez vos listes. On va dans le Honkam, on dit à Kwemo que bon, tu as pu prouver que tu as des élus dans les 4 coins du département du Honkam. Nous te laissons mettre les listes partout dans le Honkam à la condition que tu essayes de voir comment est-ce que les autres partis peuvent t'aider à surveiller le vote partout pour que les victoires ne soient pas détournées. On essaye de faire comme ça, on essaye de voir quelle est l'implantation de chaque parti dans une zone et on lui laisse la possibilité de se présenter seul dans cette zone. Les autres partis viennent le soutenir. Est-ce que le problème réside au niveau de la contrepartie? Parce que un leader de parti va accepter, mais en retour, qu'est-ce qu'il... Ou alors, vous acceptez par exemple de donner vos voix à un leader qui contrôle toute une localité. En retour, c'est ça la contrepartie justement qui fait problème. Oui, la contrepartie, quand on cherche à renverser une dictature comme celle que nous avons dans notre pays, il faut pas chercher une contrepartie personnelle ou une contrepartie pour ton parti immédiatement. On cherche parce que le jour où l'opposition va prendre le pouvoir, tous ces partis-là, chacun va trouver son compte. Le jour où on va rétablir la bonne gouvernance, que l'argent du pays profite à tout le monde, y compris aux partis politiques, chaque parti trouvera son compte. Le jour où on va décider que on laisse que les partis s'implantent librement partout. Par exemple, le parti au pouvoir monte les élites et la population pour qu'aucun autre parti n'aille dans le Sud Cameroun. Le Sud Cameroun, il y a plein de Camerounais là-bas qui ne militent pas dans le parti au pouvoir, qui méritent que leurs opinions politiques soient respectées. Mais le pouvoir ne veut pas ça. Donc ça fait que on ne doit pas rechercher un intérêt personnel, puisque même quand il n'y a pas cette mutualisation des forces, les gens qui voulaient attendre quelque chose en retour, quand on ira aux élections, il va présenter peut-être une liste dans une circonscription où il a 0 voix, il va gagner quoi? Donc, moi je pense que il faut faire un sursaut national. Il faut avoir un sursaut national. On se dit que je sacrifie tout pourvu que ça change.
Si je sacrifie tout et ça change, je peux reprendre une place confortable, honorable. Mais quels sont les partis politiques justement qui peuvent se livrer à cette stratégie, parce qu'on sait quand même que au sein de l'opposition, il y a beaucoup d'affidés du RDPC. Il y a les partis, on vous appelle souvent les partis satellitaires en fait du RDPC. Est-ce qu'on peut compter 5 partis qui peuvent véritablement, ou 6 partis qui peuvent se mettre ensemble au sein de l'opposition, eu égard à tout ce qu'on a observé lors de l'élection présidentielle? Nous avons la coalition qui a travaillé sur la réforme du code électoral. Cette coalition est suffisamment représentative. Avec tous les leaders qui sont dedans, elle est suffisamment représentative pour mutualiser ses forces et obtenir un gain substantiel lors des élections municipales et législatives. Il est vrai qu'il y a des suspicions par-ci, par-là, mais ces suspicions sont entretenues par ceux qui luttent contre le changement. Et vous savez que le parti au pouvoir infiltre énormément les partis de l'opposition pour les casser, infiltre des gens qui tiennent des discours démobilisateurs pour empêcher à ce que le parti au pouvoir ne soit pas mis en difficulté. Mais moi, je pense que si les gens ont un sursaut national, si les leaders politiques ont un sursaut national, si quelqu'un sait qu'il contrôle un département et que, contrôlant un seul département, il ne peut pas déposer les listes sur le plan national, qu'est-ce que ça lui coûte de céder les autres espaces territoriaux à quelqu'un qui est mieux placé que lui pour emporter des sièges? Moi, je pense que s'il y a une telle mutualisation des efforts et si on joint nos forces dans l'opposition, on peut avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Une dernière question de sortir cet entretien. C'est vrai que tout porte à croire, hein, c'est d'ailleurs les acteurs politiques qui l'annoncent lors du dernier discours du chef de l'État le 10 février dernier. Je veux dire, ces déclarations laissent transparaître effectivement que les élections législatives et municipales seront davantage prorogées, c'est-à-dire une deuxième prorogation. Est-ce que sur le plan légal de la loi électorale, sur combien de mois en fait il devrait encore prolonger si véritablement la loi électorale le lui permet? Oui, d'abord, pourquoi la prorogation? Dans un État sérieux, les élections se tiennent à des dates fixes et connues de tout le monde. De manière que on ne permet pas à un citoyen, fût-il chef de l'État, de manipuler les dates des élections. Parce que la manipulation des dates des élections est une fraude électorale. Bon, maintenant, Paul Biya a sous la main les vrais résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Il a ses vrais résultats. Il a constaté, au vu de ces résultats, qu'il a été laminé dans la plupart des communes et dans la plupart des départements. Ces résultats ont été médiocres. Et il sait qu'en convoquant immédiatement les élections, son parti risque de subir un revers. Il risque de perdre la majorité des communes. Il risque même de perdre la majorité des députés à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'il utilise ce que les anglophones appellent delay tactics, c'est-à-dire la technique de perdre le temps. On perd le temps pour voir si, entre-temps, quelque chose peut changer. Bon, il y a des commentaires qui se subjugent, qui disent que au cours du mois de mars, il risque de passer une loi qui crée de nouvelles circonscriptions, de nouvelles communes, pour fragmenter là où il est faible et voir est-ce qu'il peut manipuler pour avoir quelques succès là dans les nouvelles unités qu'il va créer. Ça, c'est encore une fraude électorale. Bon, c'est pas encore officiel quand même. Oui, bon, c'est pas encore officiel, mais si une telle chose se passait, ce serait encore une manière de frauder électoralement. Le code électoral, je n'ai pas pu retrouver la disposition qui fixe les délais, mais je crois que il est prévu que les élections peuvent proroger pour un délai maximum de 18 mois. Donc, dans 2 mois, on aura atteint les 18 mois. Donc, il ne sera plus possible à Paul Biya de proroger les élections. Et il doit convoquer les élections 45 jours avant la fin du mandat.
Et ces élections doivent être convoquées dans un délai de 90 jours. Donc maintenant, je pense que le président Paul Biya est dos au mur. Il est obligé de convoquer les élections, sauf si, parce que, bon, vous savez, les tricheurs, les dictateurs, ils ont plus d'un tour dans leur sac. À la session de l'Assemblée de mars, il peut faire passer une loi qui lui permet de maintenir les actuels exécutifs et même l'actuelle Assemblée au pouvoir encore pendant 5 ans. Il peut le faire sans honte, parce que dans la dictature, il n'y a pas de honte. Et s'il le fait, ce serait regrettable pour notre pays, parce que à l'heure actuelle, il a beaucoup de communes, il a la majorité à l'Assemblée nationale. Alors, le risque pour lui de perdre ses majorités est grand en cas de nouvelles élections. Et je pense que c'est ça qui va guider son comportement. Il risque de faire que la prorogation dure, même si elle viole la loi, et d'ailleurs, il va s'arranger à ce qu'on passe une loi à l'Assemblée nationale qui lui donne main libre pour que ces prorogations-là ne soient pas illégales. Donc, je ne m'attends pas personnellement à ce que Paul Biya convoque des élections aussitôt. Voilà, maître, on va sortir de cet entretien. Je sais que vous êtes un homme très chargé. Vous êtes non seulement maire adjoint de la commune de Bafoussam-Premier, en plus vous êtes avocat au barreau du Cameroun, toujours très sollicité. Peut-être un dernier mot à l'endroit des Camerounais qui se préparent justement à aller à ces élections, même s'ils ne savent pas exactement quand elles auront lieu. Je vais supplier mes frères camerounais de rester mobilisés, de rester en alerte et de se préparer, parce que nous avons fondé un immense espoir sur l'élection présidentielle de 2025. On savait que Paul Biya, dans tous les cas, sera battu. Il a été effectivement battu, mais curieusement, il est resté au pouvoir. Donc je pense que si les Camerounais se mobilisent davantage, plus que le 12 octobre 2025, et vont voter massivement les listes de l'opposition aux élections municipales et législatives de 2025, nous aurons la possibilité de conquérir l'Assemblée nationale. Et si nous conquérons l'Assemblée nationale de manière pacifique, sans qu'il y ait un bain de sang au Cameroun, on peut obliger Paul Biya à quitter le pouvoir. Donc, restons mobilisés. Le moment venu, allons massivement voter les listes de l'opposition et donnons une chance à ce que l'alternance pacifique soit possible. Merci infiniment, maître. Merci d'avoir accepté de répondre une fois de plus aux questions d'Echo 237. Mesdames, messieurs, c'est ici que nous mettons un terme donc à cette autre édition de l'entretien exclusif. Nous avons eu l'honneur justement d'être reçus une fois de plus par monsieur le maire Joseph Lavoisier Tsapi, qui est encore avocat au barreau du Cameroun. Merci de nous avoir regardés. Nous vous invitons à partager abondamment, à commenter aussi et à liker nos publications. Et surtout, merci de rester connectés sur Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt.